Bonjour, nous sommes en direct depuis la Guadeloupe et la Martinique et Paris pour le dossier du chlordécone. Nous avons Patricia Châtenay-Rivaudet, qui est la vice-présidente de l'association Vivre en Guadeloupe, Dr Jean-Marie Bonjour. Fowler, qui est devenu le président de cette même association, et Malcolm Ferdinand, qu'on ne présente plus, qui connaît très très bien le dossier de chlordécone qui nous occupe aujourd'hui. Alors, juste pour tout le monde, l'appel contre l'ordonnance de non-lieu a été interjeté ce matin, ce qui veut dire que, conformément à nos explications la semaine dernière, nous avons respecté notre parole et que maintenant la Cour d'appel, la Chambre de l'instruction, va devoir statuer sur ce qui a été fait ou pas fait par les juges d'instruction. Et avant de parler de l'appel, peut-être y a-t-il des réactions sur l'ordonnance de non-lieu? Et dans ce cas-là, je laisse la parole à Jean-Marie, à Malcolm ou à Patricia. Je vais me lancer. Alors, en tant que président de l'association Vivre, nous avons des opinions, tous les uns les autres, mais nous avons surtout une responsabilité. Nous sommes vivants avant d'être humains. Et nous sommes humains avant d'être français ou de quelque autre nationalité que ce soit. Et donc, ça nous donne une responsabilité. La première responsabilité, c'est d'être déçu de la décision de non-lieu, mais pas tellement déçu de la décision de justice, puisqu'elle était attendue depuis très très longtemps. Non, déçu plutôt, à la limite, d'être français, d'être dans ce pays des droits de l'homme qui, pourtant, bafoue les droits des populations ultramarines par cette décision. Nous sommes aussi, quelque part, stupéfaits quand on regarde les 2 derniers siècles d'histoire, depuis 1802, avec le rétablissement de l'esclavage par Bonaparte au mois de juin 1802. Quelques décennies plus tard, l'affaire Dreyfus. Puis ensuite, les scandales sanitaires de l'amiante, du sang contaminé, maintenant du chlordécone. Il y a de quoi être un petit peu stupéfait quand même de voir à quel point l'histoire finalement bégaye. Mais en fait, elle ne bégaye pas pour rien. Nous sommes ensuite indignés, nous sommes ensuite en colère parce que cette décision de non-lieu, en fait, c'est surtout une réaction défensive de l'État qui, s'il avait poussé les investigations jusqu'au bout, aurait sans doute trouvé des choses qui le font sortir de sa zone de confort. Enfin, notre responsabilité, elle est double. C'est à la fois une motivation, une combativité sans faille, dans le droit fil de celle de Joseph Ignace, Louis Delgrès, Solitude et tous les autres combattants de la liberté de 1802, qui savaient quand ils ont pris les armes pour défendre leurs droits, que ça dépassait leur cause et que peut-être ils ne le verraient pas, cette victoire de leur vivant. Mais ils ont pris quand même cette décision-là pour eux, pour les générations futures. Donc cette motivation, nous devons l'avoir non seulement vis-à-vis de l'affaire du chlordécone, mais aussi au-delà. Tous les autres polluants qui sont utilisés, tous les autres perturbateurs endocriniens, les microplastiques, et même au-delà, le CO2 responsable du dérèglement climatique, etc. Enfin, notre responsabilité, c'est aussi l'espérance. Une espérance lucide, parce que nous savons que ce type de combats sont des combats très longs, sont des combats qui ne motivent pas tout de suite, mais comme l'a dit Victor Hugo, rien n'est plus fort qu'une idée dont l'heure est venue. Et aujourd'hui, je pense, avec tous les autres membres de l'association Vivre, que l'heure est venue justement de prendre nos responsabilités. Et si l'État français
par son bras judiciaire, voudrait étouffer cette affaire, c'est à nous de vouloir étouffer justement cet État français, de le gêner par tous les moyens pour qu'il sente que la peur doit changer de camp. Merci. Merci, Alors, Marie. est-ce que, voilà, je vais simplement synthétiser sur tout ce que vient de dire Jean-Marie, toutes nos opinions se joignent. Simplement, ce qui fait vraiment souffrir, il faut le dire, ce qui fait souffrir dans ce rendu, c'est cette sensation de mépris et de citoyens de seconde zone ou de citoyens de sans zone d'ailleurs. Parce qu'en fait, on a un jugement qui tombe, on a une décision qui tombe, mais on ne fait pas cas du tout aux êtres humains. Et puis, il y a ce sentiment de rupture, de traitement d'égalité entre Français de territoires différents, ce que nous vivons déjà depuis de nombreuses années, mais qui se confirme. Quand nous entendons le ministre de l'Écologie parler, quand nous lisons les commentaires du professeur Salomon, forcément, au-delà de cette colère, il y a un sentiment de crachat sur notre visage. Le terme est peut-être fort, mais c'est véritablement cela. Et puis, par rapport à nous, femmes, qui enfantons et qui avons tellement de difficultés, qui avons subi, toutes ces femmes ouvrières qui ne sont toujours pas reconnues au titre des maladies professionnelles, qui avons souffert d'endométriose, qui sont frappées par les cancers du sein, cancers du sang, où nous avons en permanence à faire face à une anxiété qui nous ronge, parce que chaque fois que nous devons faire nos bilans, nous avons ce qu'on appelle l'effet de boule noire, parce qu'on ne sait pas ce qu'on peut nous apprendre. On ne sait pas quelle révélation qui ferait que notre vie va basculer. Donc, il est capital que le gouvernement français et tous ses décisionnaires puissent enfin reconnaître que ce préjudice, au-delà de nous faire des discours d'infantilisation et de nous parler sans cesse de toutes les grandes décisions du plan chlordécone 4 qui sont totalement insuffisantes, ces décisions sont juste très peu par rapport aux milliards qu'il faudrait peut-être mettre sur la table et qu'il est grand temps. Il faut véritablement que nous, associations vives, comme toutes les autres organisations, nous puissions faire un appel à toutes les organisations, un appel à ce qu'il y ait une union sacrée pour nous défendre face à cette justice postcoloniale, il faut le dire, et face au fait surtout que si nous ne nous mettons pas debout, nous obtiendrons toujours des clopinettes et nous serons toujours infantilisés parce qu'en fait, il est beaucoup plus facile pour les institutionnels de nous dire, voilà, nous faisons, vous devez vous contenter de ça et vous taire. Mais nous n'allons pas nous taire. Nous avons une responsabilité pour les générations à venir. Nous allons donc véritablement nous organiser pour dire que nous méritons beaucoup plus. Et nous ne pouvons pas oublier la situation des femmes parce qu'elles sont discriminées depuis des années. Merci. Malcolm, micro. Donc, moi, je rejoins ce que mes deux camarades viennent de dire. Et évidemment, donc, la première action, c'est la colère. La colère face à cette indignation, face à ce mépris. Et un mépris qui évoque finalement une longue histoire. Docteur Jean-Marie Flareur l'a rappelé. Les peuples antillais ont vécu et connu plusieurs mépris liés à l'histoire coloniale, liés à l'histoire esclavagiste. Et ce dossier du chlordécone, finalement, ravive cette mémoire et met en jeu des acteurs qui sont liés à cette histoire. Colère face à une justice qui est clairement non seulement en échec, mais qui apparaît comme politique dans son résultat, puisqu'elle conforte une position de l'État qui tend à ne pas reconnaître les dignités, ne pas reconnaître les souffrances des Antillais. On a eu 16 ans d'instruction et on arrive à 3
ce qu'on appelle des apories, c'est-à-dire des choses qui ne font pas sens. La première, c'est qu'on a une décision qui atteste d'un scandale sanitaire environnemental, atteste nos crimes, mais sans criminel. Il y a eu crime, il n'y a pas de criminel. Donc ça, c'est première aporie. Deuxième aporie, on a donc des dangers sanitaires reconnus, le chlordécone étant une molécule hépatotoxique, perturbateur endocrinien, cancérigène et bien d'autres, mais sans conséquence. C'est-à-dire qu'en fait, on dit ben, les faits de causalité ne sont pas clairs. Donc voilà, deuxième aporie. Dangereux, mais ne pose pas de danger. Et troisième aporie, c'est les réflexions qui concernent les possibles prescriptions, la possible prescription, ou, comme notre avocat le précisera plus tard, on a un crime qui est présenté comme étant passé, alors que l'empoisonnement des Antillais est contemporain. Dans les doses qui sont autorisées à consommer dans certaines denrées alimentaires, dans l'eau. On sait comment la situation de l'eau est absolument inacceptable en Guadeloupe, mais aussi en Martinique. Donc, du coup, on arrive avec 16 ans d'instruction et on se demande si la justice ne se joue pas des facultés d'entendement, des facultés cognitives d'antillais, en gros, qui ne sont pas capables de voir ce qui se passe. Donc, on a une décision de justice qui fait comme si les Antillais ne sont pas capables de comprendre et surtout ne vivent pas ce drame parce qu'il y a les enjeux sanitaires, les personnes qui sont touchées dans leur chair, hein, qui sont mises en danger avec un ensemble de pathologies. Patrick Châtenay-Rivaudet l'a rappelé, mais il y a aussi beaucoup d'ouvrières agricoles qui sont, rappelons-le, aussi les premières personnes touchées. Mais on a aussi toute une population qui doit changer, à qui on impose de changer des habitudes alimentaires, à qui on dit attention, l'eau est peut-être pas toujours saine, à qui on dit attention, les denrées ne sont pas, les productions locales ne sont pas toujours bonnes. Donc on dit en fait vous devez changer, modifier vos pratiques, mais pourquoi modifier, pourquoi changer? Il n'y a rien eu. Donc, on est dans un état de déréalisation et c'est extrêmement grave parce qu'on a l'impression que ces décisions de justice mettent en danger elles-mêmes aussi la société puisque est-ce qu'on attend à ce que des jeunes qui sont complètement désemparés fassent justice eux-mêmes? Enfin, c'est extrêmement grave parce que pour moi, la justice est aussi une fonction sociétale qui est de pouvoir attester de ce qui s'est passé, de pouvoir mettre des mots, de pouvoir reconnaître un tort. Et là, on a le sentiment que dès lors que certaines personnes, donc en gros, certains acteurs, l'État, que les producteurs de bananes, dès lors qu'ils sont en jeu dans une affaire de justice, alors la justice n'a pas lieu. Il faut rappeler aussi que on a des militants anti-chlordécone, des jeunes qui veulent vivre dans un environnement sain, un droit qui est inscrit depuis 2004 dans la Constitution française, et qui, eux, sont poursuivis. Donc, on est dans un état de colère, de mépris, d'indignation sans nom, qui est extrêmement grave. Et là, je rejoins tout à fait ce qui a été dit aussi par mes deux collègues, de ce principe de non seulement de se mettre debout, de lutter ensemble, et malgré tout, de maintenir un espoir sur les possibilités que nous avons de nous lever et de mener ce combat à la fois sur le plan judiciaire et juridique, mais aussi sur le plan sociétal et politique. Merci Malcolm. Jean-Marie, vous voulez si je peux rajouter, voilà. Allez-y, Jean-Marie d'abord et après Patricia. D'accord. Vas-y, Jean-Marie. Non, j'acquiesçais à Malcolm. Ah, d'accord. Alors, vas-y, Patricia, pardon. Oui, si je peux rajouter quelque chose, je voudrais dire qu'il est très urgent, mais vraiment très urgent, que l'État, que tous les institutionnels, certains ont déjà réagi, toutes ces grandes collectivités se rangent du côté des organisations. Pourquoi? Parce que actuellement, ça gronde beaucoup au niveau tout simplement des peuples. Vous savez, nous sommes en période carnavalesque, ce qui est très important à comprendre en approche psychologique.
C'est le moment où les personnes ont besoin si vous voulez, de décompresser. Nous venons de vivre 2 ans d'enfermement et une situation de souffrance psychologique par rapport à la pandémie Covid et par rapport aussi à toutes ces incertitudes économiques qui nous tombent dessus, ces guerres qui sont dans le monde. Il est capital que toutes les collectivités, que l'État, les directions de l'État puissent proposer très rapidement une forme de grande réunion avec l'ensemble des organisations, l'ensemble des associations, pour que enfin on puisse sur une table tous et au même niveau de responsabilité et au même niveau de respect. Et je dis bien au même niveau de respect. Pourquoi? Parce que le plus souvent, les grands institutionnels sont dans leurs entre-soi et méprisent les porteurs de projets que nous sommes, méprisent les associations que nous sommes. Et il est capital qu'on puisse écouter ce que nous allons vouloir dire par rapport aux informations que nous avons de nos adhérents, par rapport à ce que nous entendons qui gronde. Et il faut éviter qu'il y ait des comportements de révolte parce que ce type de discours, ce type de rendu, ce type de justice qui annihile encore une fois la citoyenneté des personnes va tôt ou tard pousser à des actes de rébellion. Et c'est ce qu'il faut arrêter. Il faut mettre le dialogue, il faut mettre la passivité, il faut mettre l'échange en priorité et il faut que ça se fasse dans des instances où on pourrait avoir suffisamment de confiance pour tous se parler. Merci Patricia. Alors, ce que je retiens de vos propos, c'est 2 grandes idées. Il y a une idée principale qui consiste à considérer que ce non-lieu est un non-sens, qu'il n'a pas de sens, qu'il est même contradictoire à la logique et à la réalité. Je vais développer cet aspect très, très sommairement pour vous expliquer comment on va faire appel. Et le deuxième message que j'entends, c'est qu'il y a une nécessité que la société civile se mobilise au-delà des politiques qui parlent et qui parfois n'agissent pas assez, et que cette mobilisation pourrait prendre la forme d'une union sacrée, l'expression a été utilisée, de tous les peuples, de toutes les personnes concernées. Et dans ce sens, je ferai tout à l'heure une proposition à mes confrères avocats pour qu'on travaille tous ensemble dans la même direction, parce que ça me paraît absolument nécessaire. Alors, sur le premier point, sur le non-lieu qui est un non-sens, quand même, il faut prendre les choses de manière très précise. Le chlordécone est extrêmement dangereux. Je vous donne juste un exemple. On estime que la quantité de chlordécone tolérable dans l'eau du robinet est de 0,1 microgramme par litre. Mais on ne sait pas ce que ça veut dire, 0,1 microgramme. Microgramme sont millionièmes de gramme. Eh bien, ça équivaut à mettre 1 gramme de chlordécone dans une piscine qui mesurerait 1 mètre de profondeur, 1 mètre de large et 10 kilomètres de long. 10 kilomètres de long, 1 seul gramme, tout est contaminé. Et grâce au dossier, on sait qu'en 1990, de manière la plus illégale possible, les établissements Lagarigue ont fait venir sur le territoire 600 tonnes de chlordécone. Et les juges ne voient pas le rapport qu'il peut y avoir entre cet apport de 600 tonnes et la pollution actuelle. 600 tonnes, ça correspond très exactement à 2 fois la consommation de chlordécone entre 1973 et 1990. Donc, on a apporté sur le territoire, sans autorisation, 600 tonnes de chlordécone, autrement dit, de quoi polluer le territoire pendant 40 ans. Là, on comprend bien que sur l'aspect prescription, il y a un élément qui est fort, qui est d'ailleurs évoqué par le parquet dans son réquisitoire, mais qui passe par-dessus, c'est qu'en matière d'empoisonnement ou d'administration des substances nuisibles, le point de départ de la prescription, c'est la dernière absorption du produit dangereux. Et comme l'a dit tout à l'heure Malcolm et comme l'a dit aussi Jean-Marie, dans l'eau, dans certains aliments, eh bien, le chlordécone est présent, donc l'absorption de produits dangereux est toujours actuelle, ce qui fait que le point de départ est glissant et donc la prescription ne peut pas être acquise. Ça pose un problème technique sur lequel je reviendrai tout à l'heure, c'est que les associations qui ont lancé la procédure à l'époque, aujourd'hui, ont une difficulté vis-à-vis de cette question de prescription. Mais les particuliers qui, eux, consomment l'eau, qui mangent les légumes racines, aujourd'hui,
ont intérêt à agir et ont un intérêt à démontrer qu'elles sont victimes de cette administration. Et donc, le premier enseignement qu'on pourrait tirer, la première recommandation que l'on pourrait faire, c'est de dire à tous les particuliers, avec les avocats de votre choix, locaux ou parisiens, c'est vous qui voyez, constituez-vous partie civile devant la cour d'appel pour justement faire valoir votre droit. Aujourd'hui, vous êtes contaminé, donc vous êtes victime d'un acte délictueux. Après, tout le travail d'enquête, ce sera de remonter la chaîne des responsabilités et d'identifier les responsables et à terme les coupables. Je pourrais continuer comme ça. Il y a plein d'éléments dans le dossier qu'on va développer, qu'on va d'ailleurs mettre à disposition de tout le monde. Au mois de décembre de cette année, nous avons fait un mémoire au nom de Patricia et de Malcolm, qui sont constitués partie civile, qui a été déposé auprès des juges d'instruction. Eh bien, je crois savoir que les parties civiles ont décidé que ce mémoire soit mis à la disposition de tout le monde. Comme ça, tout le monde pourra piocher dedans, y trouver des arguments, vérifier des pistes, conforter la réflexion commune. Ce sera le point de jonction avec le deuxième élément qu'on a déjà évoqué très rapidement, c'est que seul, on ne pourra rien contre à la fois, j'allais dire, l'histoire, parce que, comme vous l'avez dit, c'est quand même ce sont des puissances qui s'enracinent dans l'histoire profonde des îles martiniquaises et guadeloupéennes, qui s'enracinent avec tout un tas de liens économiques et politiques forts qui font que rien ne se passe vraiment, si ce n'est qu'à la surface. Il y a des belles déclarations, mais dans la réalité, les actions, on cherche un petit peu ce qui est fait. Et donc, pour lutter contre l'histoire et contre l'État et contre les pouvoirs économiques béquets, appelons un chat, eh bien, il faut l'union. L'union de tous. Vous avez évoqué des associations, des particuliers, toutes les parties prenantes. L'union aussi des avocats. Moi, je suis à la disposition de tous mes confrères, quels qu'ils soient, même ceux qui nous ont insultés, pour travailler ensemble à faire triompher la vérité. Je crois que c'est Malcolm tout à l'heure qui a dit un point qui est très important. Ce qui est nécessaire, c'est que la justice, ce n'est pas simplement la réparation pécuniaire, c'est d'abord la reconnaissance de la vérité. Et pour reconnaître la vérité, il faut qu'il y ait un débat contradictoire. Et ceux qui n'ont pas voulu comprendre ni le parquet, ni les juges d'instruction, ce qu'on demande, ce n'est pas encore la tête ou la culpabilité des gens, c'est qu'il soit organisé, je ne sais pas où, devant un tribunal indépendant, un débat contradictoire qui permettra à tout un chacun de comprendre ce qui s'est passé, de faire la part des choses. Après, avec les règles de droit qui sont strictes en matière pénale, on ne sait pas quel sera le résultat et je ne peux pas vous promettre qu'on aura gain de cause. Mais au moins, il y aura eu, dans une enceinte ouverte, avec une égalité des armes, un débat qui permettra notamment, par exemple, de démontrer que, contrairement à ce que dit le président Macron, contrairement à ce que disent les juges d'instruction, le chlordécone est mortel. Il est mortel pour les animaux et on le sait depuis 1962. Il est mortel pour les hommes et on le constate malheureusement dans les statistiques qui prouvent que l'espérance de vie aux Antilles est inférieure à celle des départements de l'Hexagone d'au moins 7 ans, ce qui est considérable. Donc, pour cet appel à l'union, on va montrer l'exemple, on met à disposition notre travail. J'écrirai prochainement à tous les avocats dans le dossier pour voir si on peut travailler ensemble et pour voir ce qu'on peut faire. Dernier élément important, je vous ai parlé de l'appel. Il y a aussi la possibilité, et ça je voudrais qu'on en discute entre avocats dans le dossier, il y a la possibilité de passer par-dessus le juge d'instruction et pour certaines infractions qui sont toujours actuelles, aller directement, par ce qu'on appelle une citation directe, saisir le tribunal correctionnel pour que lui statue sur nos réclamations qui seront prouvées, établies et qui s'appuieront sur les éléments qu'il y a dans le dossier et dans d'autres. Voilà ce que je peux vous dire sur l'appel à l'union. Peut-être l'un de vous peut-il conclure, comme ça on aura fait un tour complet et on pourra faire la transmission aux médias. Alors, juste deux remarques pour terminer. La première, c'est que les rencontres chlordécone qui se sont déroulées le mois dernier ont été l'occasion pour l'État, les autorités publiques françaises, les autorités sanitaires, de confirmer qu'il y avait de l'ordre de 100 à 150 000 ultramarins martiniquais, guadeloupéens,
qui ont dans le sang une chlordéconémie supérieure à la valeur toxicologique de référence. Ça, c'est une nouveauté. Ah, Ça veut dire que ce sont des personnes qui sont quasiment certaines d'avoir des problèmes à un moment ou à un autre. Terrible, c'est terrible. Et qui sont donc tout à fait fondées à avoir un préjudice d'anxiété. minimum. En supposant que ce préjudice d'anxiété ouvre droit à, c'est la jurisprudence qui a été constatée, Maître Legovac pourra le confirmer, au moins quelques milliers d'euros. Ça fait un montant qui équivaut à plusieurs centaines de millions d'euros et pas loin même du milliard d'euros. Oui, c'est ça. C'est une somme que nous, à l'association Vivre, nous réclamons au titre d'une réparation politique, sociétale et non judiciaire de ce scandale de contamination du chlordécone pour que les sommes soient un petit peu à la hauteur des enjeux. Et on voit qu'à l'heure actuelle, les financements proposés par le plan chlordécone 4 sont un ordre de grandeur en dessous, ils sont 10 fois inférieurs. Donc, c'est intéressant parce que ça montre à quel point le discours de l'État est justement très ambigu parce qu'il est gêné aux entournures. Et la meilleure façon de continuer à faire valoir nos droits, c'est précisément de continuer à porter ce combat à la fois dans les instances judiciaires selon les procédures qui sont prévues par la loi et peut-être également d'envisager quelque chose de différent qui nous dépasse, qui soit complètement vraiment sociétal et non plus seulement judiciaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième remarque, l'appel à l'unité. Il existe en Martinique un lianage poudré polyhématinique depuis quelques années et depuis à peu près un mois, un lianage poudré polyé Guadeloupe qui regroupe de part et d'autre donc de la Dominique, Martinique et Guadeloupe, plusieurs dizaines d'associations, de collectifs, de citoyens, de militants. Effectivement, plus que jamais, il va être nécessaire de nous organiser, de nous coordonner, à la fois société civile, mais aussi, comme l'a dit Christophe Legovac, au niveau des avocats, pour que cette chaîne de solidarité et de responsabilité puisse vivre pleinement puisse complètement exister pour permettre au droit et à l'espérance, comme je l'ai dit tout à l'heure, à une espérance lucide de germer dans les cœurs de la société, dans les cœurs notamment des plus jeunes, c'est-à-dire ceux qui vont subir l'empoisonnement au chlordécone le plus longtemps. Voilà. Très bien, merci. Malcolm, le micro, et tu peux y aller. Oui, je rebondis sur l'idée de l'unité, qui me semble, à plusieurs niveaux, est vraiment fondamentale dans ce combat. Je pense non seulement, bien sûr, aux Martiniquais et Guadeloupéens qui sont en Martinique et en Guadeloupe, mais je pense aussi à tous les Antillais qui sont en Hexagone, qui se sont mobilisés depuis 3 ans, qui ont envie aussi parfois de se réinstaller, qui suivent de près ce qui se passe et qui sont concernés. Je pense, et il faut quand même que ces personnes-là aussi s'impliquent, à toutes celles et ceux qui ont consommé des bananes pendant 20 ans, 30 ans, qui ne peuvent pas rester sur le côté en disant, voilà, ça c'est le problème des Antillais, parce que cette production a servi à ce que l'ensemble des personnes habitant l'Hexagone puissent consommer. Donc, il y a un soutien aussi à nous apporter d'une quelque façon. Et c'est jamais évident, l'unité, mais je crois qu'il faut vraiment réussir à mettre l'ego de côté en se disant que notre existence sur Terre, elle est limitée et qu'on se bat pour quelque chose qui, comme disait Jean-Marie Flower, qui nous dépasse, enfin, qui est plus grand que nous. Et que c'est cette idée-là qui fera vraiment faire avancer ce combat, faire avancer cette lutte. Et dernière chose, avec toutes ces dominations, avec tous ces mépris, parfois on peut se dire, mais à quoi bon? À quoi bon? Et je crois que c'est cette idée-là, l'idée que l'on puisse gagner doit être importante, que nos ancêtres, comme l'a rappelé aussi Jean-Marie Flower en parlant de d'Ignace, de Delgrès, on peut parler aussi de Lumina Sophie en Martinique et de plein d'autres.
beaucoup de nos ancêtres se sont retrouvés dans la même situation, en se disant, mais notamment en esclavage, mais comment faire? Comment faire? Comment peut-on soulever cet ordre du monde qui semble s'asseoir sur nous, sur nos dignités, et à chaque fois, on a trouvé un moyen, l'idée qu'il était possible de changer. Je crois que cette unité doit être portée par cette idée qu'on peut y arriver, qu'on peut gagner, pour nous aujourd'hui, mais pour aussi celles et ceux qui viennent après nous. Très bien. Alors, mon dernier Vas-y, mot, Patricia. oui, mon dernier mot, forcément, je vais soutenir ce que viennent dire Dr. Flora et Dr. Ferdinand. C'est au-delà de l'union sacrée, ce serait aussi un appel mondial, un appel international, parce que d'autres scientifiques s'intéressent, d'autres personnes, et on pense à l'Amérique du Sud, sont touchées par cette industrie de la mort, par les biocides. Et puis, c'est surtout pour dire à tous les territoires français que ce qui se passe en Guadeloupe avec la pollution et en Martinique avec la pollution du chlordécone, c'est ce qui va se multiplier sur la France hexagonale, parce que en fait, quand il y a ce type de rendu et de justice totalement abject, c'est accorder une immunité à tous ceux qui sont pollueurs et qui ne sont jamais payeurs. C'est accorder une impunité aux puissants qui s'autorisent à terrasser le vivant, les êtres humains, la biodiversité et l'avenir de la vie. Et donc, il faut véritablement que cette union sacrée, effectivement, laisse tomber tous les égos et toutes les prédominances individuelles, et que nous puissions nous véritablement, Guadeloupe, Martinique et ailleurs, la France, toutes les autres organisations qui luttent contre la mort par ces biocides, puissent pouvoir en fait se mettre ensemble et dire au gouvernement français, mais dire à cette industrie de la mort que la vie est capitale et que nous n'allons pas accepter, nous, êtres humains, de nous taire. Et nous voulons dire aussi aux politiques, c'est le moment justement de rendre hommage à leur mission et d'être à côté des peuples. C'est vraiment le moment. Et qu'ils arrêtent d'être dans leur entre-soi, mais qu'ils viennent vers les associations, qu'ils viennent vers les organisations, qu'ils rentrent dans les collectivités, dans les comités de quartier, et qu'ils aillent voir les peuples, qu'ils aillent nous voir, qu'ils viennent nous voir, et que nous puissions être tous ensemble. Merci beaucoup. Merci Patricia, merci Jean-Marie, merci Malcolm. Je crois qu'on va rester sur ces mots qui sont forts, d'unité de combat. La suite au prochain rendez-vous, il y a des tas de choses qui vont se passer. Vous pouvez compter sur nous. On va pouvoir ensemble faire en sorte que la justice ne s'enferme pas dans le non-dit, dans le non-lieu, dans le non-sens. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.